Mes chers amis, bonjour. Durant ces derniers mois, le monde a dû faire face à une épidémie destructrice. Les sociétés se sont mises à l'arrêt, dans un état de coma artificiel, et nous étions tous pris par l'émotion, devant nos téléviseurs, jour après jour, ce compte macabre du nombre de nouveaux malades, de nouveaux morts, qui accablait notre société. En ce temps maintenant de déconfinement, ou plutôt d'allègement des conditions de confinement, il est temps maintenant de reprendre nos esprits, de nous détacher de l'approche sentimentale pour entrer dans une approche cérébrale, et de reprendre nos esprits en analysant ce qui s'est passé durant cette période. Pour ce faire, j'ai le plaisir et le privilège aujourd'hui de recevoir Bernard-Henri Lévy. Vous venez de publier un livre intitulé « Ce virus qui rend fou ». Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette période? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de bien et de moins bien sur la société dans laquelle nous vivons actuellement, une fois que nous avons un peu de recul et que nous posons notre raison sur ce qui s'est passé? D'abord, cette période nous a rendus fous. Ça, je crois vraiment que le livre n'a pas volé son titre. Ça a été une période de grande folie. Une période de grande peur. Et la peur est un sentiment terrible. Vous savez que Freud et Lacan, d'ailleurs, distinguent l'anxiété de la peur. L'anxiété qui est bonne conseillère et la peur qui, elle, au contraire, peut avoir des conséquences tragiques sur l'organisation d'un psychisme ou sur l'organisation d'une société. Donc ça, c'est la première chose. Après, qu'est-ce que cette époque nous a enseigné de bien et qu'est-ce qu'elle nous a enseigné de plus triste? Franchement, si je vous dis la vérité, il n'y a pas tellement de bien. D'abord, autant de morts, par définition, je ne vois pas le bien. Et je n'aime d'ailleurs pas la démarche de ceux, pendant toute cette crise, qui avaient tendance à se jucher sur les morts pour leur demander et pour attendre d'eux qu'ils valident leur théorie. J'ai trouvé ça indécent. À droite, à gauche, à l'extrême droite. Paris, l'Europe, le monde étaient pleins de profiteurs du virus qui nous racontaient que le virus leur avait parlé, que le virus avait un message et que ce message était la validation de leur lubie ou de leurs idéologies. J'ai détesté ça. Voilà. Première chose, un virus ne parle pas. Un virus n'a pas de message. Il n'y a pas de leçon à tirer d'un virus. Et quiconque prétend le contraire, je trouve, prend un risque moral, personnel et pour tous. Voilà. Après, bien sûr qu'une épidémie est toujours aussi un phénomène social. Il y a même un grand anatomopathologiste qui s'appelle Rudolf von Virchow, qui est un grand médecin du XIXe siècle, qui disait qu'une épidémie, c'est même un phénomène social qui comporte quelques aspects médicaux. Alors, donc, il y a bien sûr un visage de la société française qui est apparu. Alors, il y a eu des moments, des beaux moments, bien sûr, des moments de solidarité, des moments de civisme, des moments de dévouement, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui a dominé. D'abord, déjà, vous savez, la solidarité, pardon de dire cela, j'espère que je ne voudrais pas être rabat-joie, mais par exemple, les applaudissements aux soignants depuis les balcons de Paris, c'était bien. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'au même moment, alors pas les mêmes peut-être, mais des fois dans les mêmes immeubles, il y avait d'autres habitants, d'autres locataires qui ne voulaient pas voir le soignant à l'étage au-dessus ou à l'étage en dessous, qui envoyaient des lettres anonymes au syndic, qui mettaient des lettres sur la porte de l'infirmière en lui disant « je vous en supplie, déménagez ». La peur n'est pas bonne conseillère.
c'est pas un beau sentiment. Donc même ça, ces gestes de solidarité bruyante, il y avait un aspect il y avait de la sincérité et il y avait de la tartufferie, il y avait de l'ambivalence. Et justement, par rapport au monde médical, vous avez employé l'expression les hussards blancs de la République, en référence bien sûr à Péguy avec les hussards noirs de la République, les instituteurs de l'époque. Vous parlez des hussards blancs. Est-ce que la place occupée pendant toute cette période par le monde médical pose un problème philosophique sur la façon dont la politique doit être gérée? Qui gère la société? Les politiques ou le monde médical? Quand je dis les hussards blancs de la République, je parle des médecins qui soignaient. Je parle des médecins qui ne comptaient pas leurs heures, qui ne comptaient pas leurs gardes et qui étaient là, quoi qu'il en coûte pour le coup, pour soulager la douleur, quel que soit l'âge des patients, par exemple. Après, les médecins qu'on voyait à la télévision à longueur de soirée, ils avaient quand même une tendance, oui, à parler à la place des politiques, pas seulement à donner leur avis, mais à faire comme s'ils décidaient. Il y a eu quelque chose, moi, que je vois venir depuis longtemps, qui est le pouvoir médical qui était en train de s'installer. Je dis depuis longtemps parce que moi, je suis un élève, j'ai commencé la philosophie, ma formation philosophique avec Jacques Lacan, Michel Foucault et l'épistémologie de Georges Canguilhem, l'histoire des sciences. Donc je connais pas trop mal ça, l'histoire des sciences. Et je sais qu'un spectre hante l'histoire des sciences et hante la pliure entre l'histoire des sciences et l'histoire politique, c'est le spectre du pouvoir médical, quand les médecins prennent le pouvoir. Et c'est un spectre parce que, dans le meilleur des cas, c'est pas normal, c'est pas les principes républicains, c'est pas le risque politique assumé, et dans le pire des cas, ça s'appelle l'hygiénisme. Quand les médecins prennent le pouvoir, ça veut dire que la politique devient une région de la clinique, ça veut dire que le sanitaire remplace le social, ça veut dire que la médicalisation devient l'équivalent de la politisation, et ça s'appelle l'hygiénisme, avec toutes les déviations et tous les effets pervers que l'on a pu connaître. Donc, j'ai pas aimé voir... Alors, il y a eu un moment où la République a vacillé, et en ce sens-là, où les décisionnaires politiques ont failli laisser le pouvoir à la médecine. Et puis, la République s'est repris, et le président de la République en particulier s'est repris. Est-ce qu'il y avait là une peur, justement, de la part des politiques de ne pas pouvoir assumer leurs décisions? Est-ce qu'ils devaient se couvrir par une décision médicale qui devenait la référence? Il y avait deux choses. D'abord, il y avait en effet ce populisme judiciaire qui grondait. Et c'est-à-dire cette épidémie de plaintes en justice qui commençait de se manifester. Populisme judiciaire parce que ça faisait crédit à l'État d'une espèce d'omniscience et d'omnipotence qui fait partie du populisme. Alors qu'en vérité, un État, ça se trompe, un État, c'est faillible, un État, c'est gouverné par une majorité qui est remplacée par une autre quand la première s'est trompée. C'est ça, la République. Donc, il y a eu cette épidémie de plaintes qui a peut-être inquiété les politiques et donné l'envie de se couvrir. Et puis il y a eu tout simplement le fait que cette épidémie est arrivée dans un moment où le politique en Occident était en voie de discrédit, où la parole publique était en train de se démonétiser et où elle est allée souvent se recharger en légitimité auprès des sujets supposés savoir, auprès des sachants que sont les médecins. Mais les sachants, les pauvres, les plus honnêtes d'entre eux le disent, ils n'en savent pas si long que ça. En général, même quand ils savent, la médecine n'est pas une science exacte, et lorsqu'apparaît un nouveau virus, par définition, ils n'en savent pas beaucoup plus que les politiques. Mais il y a une espèce d'idolâtrie du sachant, de dévotion, de génuflexion du dévot pressé devant le supposé sachant,
qui était la négation même des principes républicains et du principe de la décision politique. Mais il y a eu ça pendant un moment. Et ce moment-là a été suivi très vite d'une espèce de prise de conscience. Est-ce qu'il n'y a pas en plus une autre inquiétude? Lorsque l'on analyse tout ce qui s'est passé, on a l'impression que pendant des mois entiers, il n'y avait plus aucun autre souci, aucun autre problème, aucune autre problématique que ce virus qu'il fallait bien évidemment affronter. Mais on a mis de côté tous les gestes de barbarie, de terrorisme qui étaient en vogue jusqu'à présent et qui ont disparu du jour au lendemain de toute zone d'information. Ça fait partie des choses qui m'ont terrifié pendant cette période. C'est que la peur, la panique, nous a installés dans un univers parallèle, où il n'y avait plus de guerre au Yémen, où il n'y avait plus de massacres en Syrie, où il n'y avait plus de menaces turques, où il n'y avait plus de savants iraniens en train de préparer, de se rapprocher peut-être du seuil nucléaire, où il n'y avait plus où Trump ne continuait plus de mener sa politique vis-à-vis de ses propres migrants. Enfin bref, un monde épuré, apuré de toutes ces questions politiques et où il ne se passait plus que la lutte contre le virus et le décompte quotidien et macabre des morts. C'était un univers parallèle, véritablement, un univers parallèle. Et d'ailleurs, les bad guys, ceux que dans un livre précédent j'ai appelé les cinq rois, en ont évidemment tiré parti. Parce que chez eux, l'histoire n'était pas en grève. Nous, on a mis les Occidentaux, et puis les pays très pauvres, souvent, ont mis l'histoire en grève, ont décidé que l'événement faisait grève, qu'il ne se passait plus rien. Mais je peux vous dire que Xi Jinping, Poutine en Ukraine, Erdogan en Libye et au Tchad, eux n'étaient pas en grève du tout. Ils ont continué dans cette obscurité confinée des caves de l'histoire que nous avions refermées. Ils ont continué à s'agiter et à avancer beaucoup. Donc là aussi. Alors, est-ce que c'est un manquement de la part des journalistes, de la presse, ou est-ce que c'est parce que nous sommes dans une société qui est emportée par les chaînes d'information en direct, en permanence, où il faut quelque chose qui touche un peu l'émotionnel? Les deux. Il y a eu ça. Il y a eu cet emportement dont vous parlez. Et le fait, je suppose, que c'est ce que nous voulions entendre. Mais après, je ne veux pas donner des leçons à quiconque, mais c'est vrai que la tâche d'une chaîne d'information en continu, c'est peut-être de résister au flot. Moi, j'aurais rêvé, dans un monde parfait, j'aurais rêvé de grandes chaînes d'information en continu qui disent on consacre la moitié du temps au Covid, et le reste du temps à la planète qui continue de tourner. J'aurais même rêvé de chaînes d'information en continu qui donnent les morts du Covid et qui peut-être, je ne sais pas, donnent le nombre des morts du cancer ou de la faim dans le monde ou d'autres épidémies qui sévissaient au même moment. Peut-être cela n'aurait-il en rien émoussé la volonté de vaincre le virus, mais aurait peut-être réduit cette peur terrible, cette peur pathétique qui s'est abattue sur nous et partout. Parce que dans cette période, nous n'avons pas été victimes de mauvais États qui nous ont retiré nos libertés et qui nous ont mis des caméras de surveillance pour voir. C'est pas ça. Ce qui est frappant, c'est notre docilité dans le monde entier. C'est la façon dont nous avons accueilli cette espèce d'emprisonnement collectif et de panique avec obéissance, quoi. Avec une obéissance qui était le fruit de cette peur dont je vous parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, le modèle qui était pris justement dans ces chaînes d'information, c'était souvent le modèle des sociétés thaïlandaises ou chinoises, en nous disant regardez comme la population était docile et qu'elle mettait en application tout ce qui était donné par le pouvoir en place. Voilà. La docilité peut être une folie.
j'aime le respect de la règle, bien sûr, mais le respect de la règle peut se faire. Le fameux peuple français réfractaire, il pouvait à la fois respecter des règles et râler, mais je n'ai pas entendu qu'on râlât tant que cela pendant la période de la crise sanitaire. On a râlé après. Vous avez raison lorsque vous dites, en tout cas j'adhère à cette vision, que de vouloir dire le pourquoi des choses est malsain, parce que nous ne sommes pas les créateurs, nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas justifier les choses. Bien évidemment, dans le judaïsme, on s'inscrit là-dedans. Mais est-ce que l'on peut aussi, effectivement, apprendre quelque chose de la société? Quand, par exemple, on voit qu'avant le confinement, les gens se sont rués dans les épiceries, dans les supermarchés, pour faire des stocks de matières premières, etc. Vous faites remarquer dans votre livre qu'il n'y a jamais eu la queue devant les librairies. C'est-à-dire qu'on n'a jamais considéré que le livre pouvait être un bien de consommation immédiate et nécessaire pour l'individu dans le confinement. On s'est retrouvés enfermés chez nous, seuls, face à nos écrans, face à nos télés. On sait que les sites internet de streaming, de films, etc. ont explosé. Ça veut dire que finalement, est-ce que les gens ont appris à utiliser le temps dans lequel ils ont été finalement enfermés? Je crois pas du tout. Et d'ailleurs, quand vous regardez les journaux de confinement dont on nous a abreuvés, les gens, celles et ceux qui les tenaient avaient tendance à nous dire « j'ai découvert Ulysse de Joyce » et tout ça. C'est bidon. On sentait bien que c'était faux. On sentait bien que dans ce temps étal, dans ce temps qui n'en finissait pas, on méditait et on ne lisait pas bien. Et vous savez, la fameuse phrase de Pascal, qui a été citée jusqu'à la nausée, « Tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne peuvent pas rester immobiles dans une chambre ». D'abord, c'est une phrase qui est tronquée, puisqu'aussitôt après vient l'idée que le moi est haïssable, mais surtout, chez Pascal, c'est une expérience terrifiante. Ce n'est pas une expérience de rester seul avec soi-même, hors de tout divertissement, dans une chambre noire. Pour Pascal, c'est une expérience, dans le meilleur des cas, mystique, et dans la plupart des cas, terrifiante. Ce n'est pas prendre le temps de lire et prendre le temps de renouer avec l'essentiel, ce n'est pas vrai. L'humanité, elle n'est pas faite comme ça. Et d'ailleurs, nous, les Juifs, le savent bien. Il n'y a pas d'optique qui ne soit liée, qui ne soit branchée sur une pratique. Il n'y a pas enfin, il y a en tout cas un grand danger à considérer que le judaïsme serait comme ça une sorte de prière éthérée, déconnectée de l'expérience humaine et de la parentèle communautaire des autres juifs. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je crois, moi, que vous parliez de Péguy tout à l'heure à propos des hussards blancs. Il y a un autre mot de Péguy que j'aime bien, et Dieu sait, je ne cite pas souvent Péguy, mais pour Péguy, il y avait deux produits vitaux, le pain et les livres. Péguy dit cela. Il y a deux aliments sans lesquels il ne peut pas vivre. C'est le pain et les livres, ou le livre et les pains, à égalité. Là, pendant cette période, il y a eu des libraires courageux, j'en parle dans mon livre, qui ont essayé d'ouvrir sans ouvrir, qui ont essayé d'inventer des expériences de click and collect, qui ont essayé, mais ils se sont fait agonir sur les réseaux sociaux. C'était des mauvais citoyens, c'était des mauvais... ils manquaient à la solidarité. Qu'est-ce que c'était que cette façon de faire les malins en allant prendre leur vélo moteur pour livrer des livres? Ça n'a pas été bien pris. Donc, non, vraiment, je trouve que ce moment n'a pas été... C'est pour à peu près aucun d'entre nous, si nous nous regardons en face, je ne crois pas que cela soit un moment où nous soyons grandis, où nous soyons entrés profondément au-dedans de nous-mêmes. Je ne crois pas.
vous citez dans votre livre une maxime des pères à propos de Hillel qui nous dit « Imen anili mili ». Si je ne suis pas pour moi, alors mili, qui le sera pour moi? Donc il y a effectivement dans le judaïsme, dans le début de cette phrase, une mise en évidence sur notre propre existence, notre propre protection, je dois faire attention à moi. Mais je cite la suite de la phrase. Exactement, qui nous dit « Ursheani le'atzmi ma'ani ». Voilà. Si je ne suis que pour moi, alors que suis-je? Voilà. Et même pas qui suis-je, que suis-je? Si je ne suis que pour moi, je ne suis même pas un qui, je suis un que. Je suis une chose, je suis un neutre, je suis un fantôme d'homme. Être un homme, c'est être pour soi et c'est être pour son prochain. C'est dans cette relation-là que la pensée opère, que le judaïsme se transmet et que l'humanité advient. Cela signifie que l'on peut imaginer s'isoler, mais uniquement si c'est un tremplin pour se rapprocher de l'autre. C'est un moment, c'est une expérience, c'est une aventure brève, mais ça ne marche pas s'il n'y a pas cette, aussitôt après, et même pendant, s'il n'y a pas cette visée de l'autre homme. De quelque manière, et ça je le dis, de quelque manière qu'on pense son judaïsme. Et c'est une chose sur laquelle, c'est un point sur lequel j'insiste dans le livre. Les juifs de l'étude ou les juifs de l'humanisme, mettons, ou de la praxis dans le siècle, ils sont d'accord sur ce point-là. Le judaïsme, ça ne se fait pas tout seul. Juif de l'étude, il a un maître, d'abord, et puis il a un compagnon d'étude. Et avec un rapport d'interlocution permanent. Et certainement pas l'enfermement dans la chambre close en se regardant le nombril et en pensant au mystère de Sa Majesté le Moi. Quant à l'autre manière d'être juif, l'universalisme, le judaïsme dans la cité, le judaïsme humaniste, le judaïsme lévinassien, il n'a de sens que dans un rapport permanent comme disait Lévinas, à ceux qui ont faim et qu'il faut nourrir, aux assoiffés qu'il faut donner à boire, aux non-vêtus qu'il faut... Voilà. Donc, de quelque façon qu'on prenne la chose, le judaïsme, il se décline sur la modalité de l'autre. Voilà. Permettez-moi de partager un enseignement pour voir ce que vous pouvez nous en dire à propos de la fête de Kippour. La Mishnah nous enseigne que 7 jours avant le début de Kippour, on devait prendre le Kohen Gadol, le grand prêtre, et l'isoler de l'ensemble de la communauté et même de sa famille. Il allait rester pendant 7 jours en train de se préparer au service de Kippour. Pendant la journée de Kippour, la journée la plus importante de l'année, il devait pénétrer seul à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et le texte nous dit qu'en sortant du Kodesh HaKodashim, il devait retirer ses vêtements, qui étaient des vêtements en lin, que l'on dit en hébreu bad, beged bad. Et nos commentateurs nous disent que le mot bad vient également du mot levad, qui signifie isolé, les vêtements de sa solitude. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, malgré son expérience mystique de pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, il y a un moment où il doit se détacher de sa solitude pour retourner au sein du peuple d'Israël. Bien sûr. Il doit se détacher de sa solitude, il doit se dévêtir de ce que ce moment-là pourrait avoir même d'arrogant ou d'idolâtre. Oui, 7 jours, bien sûr, mais certainement pas un Cohen. C'est pas un stylite dans le désert qui va passer sa vie sur un rocher. Bien sûr que non. Et si cette tentation existe, il faut s'en dévêtir, naturellement. Ces gestes de distanciation sociale dont on a parlé pendant des semaines et des semaines, est-ce qu'ils ne sont pas finalement dangereux parce que cela nous pousse à porter sur autrui un regard méfiant, en se disant « je ne peux pas te serrer la main, je ne peux pas t'enlacer, je ne peux à peine te sourire parce que mon sourire est caché par ce masque ». Attendez, il y a 3 choses qui, pour une oreille juive, étaient profondément insoutenables. Alors, soutenables momentanément, parce qu'il fallait le faire,
mais trois choses qui, si elles devaient s'éterniser, seraient insoutenables. D'abord, la distanciation sociale, comme vous dites. Se méfier de son prochain, considérer son prochain comme un distant, considérer son prochain comme quelqu'un dont il faille se séparer, c'est tout le contraire de l'enseignement de nos pères, de nos maîtres et de nos décisionnaires. Deuxièmement, le masque. N'importe quel lecteur, encore une fois de Lévinas, qui sait ce que c'est qu'un visage, qu'est-ce qui affleure dans un visage, quelle part de l'infini s'y manifeste, c'est bien qu'il y a quelque chose dans cette histoire de masque qui était nécessaire, mais qui ne peut être que provisoire. Une humanité masquée, une humanité qui, larvatus prodeo, qui avancerait masquée, hein, c'est autre chose, c'est pas le judaïsme, c'est une humanité sans le judaïsme. Ça, j'en suis convaincu. Si cela devait durer. Et puis le serment de main, oui. Le serment de main, c'est un très beau geste. Le serment de main ou l'accolade sont des gestes magnifiques. C'est des signes qui ont leur part d'hypocrisie, peut-être, mais qui ont leur part aussi de vérité, qui veulent dire la solidarité, qui veulent dire la fraternité. En France, ça veut dire la République aussi. On ne s'incline plus, on se serre la main en se regardant dans les yeux. Et je lisais l'autre jour une déclaration du médecin-chef de Trump, Anthony Fauci, le patron de sa task force, qui disait très tranquillement qu'il pensait que les gestes barrières allaient faire souche dans la société américaine et qu'il disait « on ne reviendra plus au serment de main ». On ne reviendra plus au serment de main. J'espère qu'il a tort, et je pense d'ailleurs qu'il a tort. Parce que s'il avait raison, c'est plus qu'un signe social. C'est quelque chose de très profond qui se déchirerait dans le tissu déjà si fragile qui trame l'humanité. Cette humanité qui ne cherche que des raisons de se méfier de son prochain, où nous sommes, hélas, trop souvent en recherche de raisons de se jeter les uns contre les autres, eh bien, un geste comme celui-là, ce sont des gestes ténus, minuscules, mais enfin qui tiennent la tête des humains hors du torrent de boue toujours menaçant. Dans votre livre, vous attirez notre attention sur nos anciens, les plus faibles, qui ont dû malheureusement mourir sans avoir à leur côté les membres de la famille, les derniers regards, les derniers soupirs, la présence dans ces moments-là, qui est tellement important dans le judaïsme, mais pas seulement. Qu'est-ce que l'on apprend effectivement dans cette première période d'épidémie où on n'avait même pas le droit d'aller rendre visite aux personnes âgées, dans les EHPAD notamment, pour les protéger, mais quelque part, on les a encore plus fragilisés peut-être. On les a fait mourir. Il y a dans les EHPAD des hommes et des femmes qui sont morts de chagrin, qui sont morts de solitude, qui sont morts de désespoir, d'abord. Après, il y a eu une seconde période où on est allé les voir, mais on allait les voir derrière des vitres, comme dans un parloir de prison. Alors encore une fois, je vous répète, tout ça, on fera le bilan un jour. Peut-être fallait-il procéder ainsi, mais ce dont je suis sûr, c'est que il ne faut pas en être fier. C'est qu'il ne faut pas se dire qu'on a accompli là des gestes tout uniment salvateurs. Et il faut tout faire pour que tout cela ne s'installe pas dans l'esprit du temps et dans l'esprit de nos sociétés. Et quant à l'inhumation, oui, c'est une vie d'homme, c'est une vie qui s'achève sur ce dernier instant, qui est le moment le plus secret d'une existence. Et c'est un instant je crois, qu'il convient de vivre, auquel il convient de faire face, en compagnie de ceux qu'on a aimés et qui vous aident à passer. Cette idée de ces morts à la sauvette, de ces morts effacés, est une idée, moi, qui me terrifie. Et alors elle me semble
incroyablement sacrilège. Et Sans parler des corps dans des sacs plastiques, sans parler des derniers adieux sur FaceTime. Tout ça, et j'emploie ces mots avec beaucoup en général, de prudence, de crainte et de tremblement. Ça m'a semblé sacrilège, oui. d'autant plus qu'on entendait ces chiffres. Il n'y avait plus que des chiffres. Des chiffres, plus d'êtres humains, plus de des vie. chiffres, des courbes qu'il fallait aplatir, des statistiques comparées. La mort avait tendance à être réduite à ça. Et là encore, je vous dis, c'est pas le fait même. Avoir vécu cela pendant quelques semaines, peut-être. Mais je crois qu'il faut s'en souvenir comme de moments d'abaissement de nous-mêmes. Il fallait peut-être en passer par là, mais rien de nous ne s'est trouvé grandi dans cette période-là. Il me semble que lorsqu'on se souviendra de cette pandémie, il faut se souvenir des morts, il faut se souvenir de ceux que l'on a pu sauver, mais il faut se souvenir aussi des méthodes que l'on a dû employer, et sans doute, encore une fois, était-ce nécessaire, mais qui ne sont pas des moments de gloire. Il y a toujours eu des virus, toujours eu des pandémies, pas simplement à notre époque, il y a plusieurs siècles, au Moyen-Âge, avant, la peste noire, etc. Est-ce qu'il y a une différence concrètement? Est-ce que, je ne sais pas, mais est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi les mêmes défauts qui ont été mis en évidence? Les mêmes réactions de panique, la même folie, tout ça, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que malgré l'incroyable progrès technique qui fait que une immense majorité des gens, 95%, ont été sauvés, malgré le dévouement des médecins qui avaient le pouvoir cette fois-ci de ventiler les corps, de les empêcher de périr, malgré le fait que dans 1 an, dans 2 ans, peut-être avant, on aura des vaccins. Malgré tout ça, on a vu se reproduire les comportements archaïques des grandes pestes du passé. C'est ça qui est très impressionnant. C'est qu'on aurait pu imaginer que munis de ces instruments techniques extraordinaires, moi je crois à la science, je crois à la technique, hein, je crois qu'elle a sa grandeur et qu'elle est un allié des hommes. Malgré ça, on est retombé dans les peurs les plus ancestrales, les plus archaïques, les plus irraisonnées. Il y a un grand débat pour savoir si le monde de demain sera différent du monde d'hier. On entend différentes voix, ce sera un monde meilleur parce que nous aurons compris, nous aurons tiré leçon de telle ou telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le monde de demain sera différent? Nous aurons compris quoi? C'est ça que je ne comprends pas. J'entends ça, oui, j'entends des actrices ou des acteurs égérie des grandes marques de consommation, de luxe, qui disent le monde de demain, on consommera moins. Oui, je vois bien, j'entends mais quoi? D'abord, le monde d'avant, il n'était pas si mal. Il n'avait pas que du mauvais. C'était un monde qui était en gésine. C'était un monde où il y avait des forces sociales, des forces spirituelles, des forces intellectuelles qui tendaient vers le pire et qui tendaient vers le meilleur. Donc je ne suis pas partisan de l'envoyer tout uniment à la casse. Le monde de demain, si c'est un monde où on ne consomme plus, d'accord, mais il faut bien qu'on calcule. Je ne suis pas sûr que les habitants du quartier où nous nous trouvons aujourd'hui en pâtiront tant que ça. Mais en revanche, les ouvriers du textile en Inde, les cultivateurs de coton en Afrique, ceux-là, il faut prendre la mesure de la chose. Peut-être, je ne suis pas économiste, mais il faut savoir qu'il y aura un prix considérable, et ça sera plus cher en vie humaine, plus coûteux qu'une pandémie. Les voyages, je lisais encore récemment des dévots du monde d'après qui nous disaient dans le monde d'après, on ne voyagera que quand c'est strictement indispensable. Bon, qui va dire ce qui est indispensable ou pas? Qui va me dire à moi va se permettre de me dire ou de vous dire à ceux, tu es déjà allé en Israël 2 fois, tu ne vas pas y aller une 3e?
Qui va se permettre de me dire un reportage au Bangladesh ou à Mogadiscio n'est pas strictement indispensable? Comment, quoi? Je lis des agités de ce monde d'après qui fustigent ce qu'ils appellent un intellectuel dont le nom m'échappe, la gauche kérosène, celle qui prend l'avion. Prendre l'avion étant devenu une espèce de crime contre le climat et contre la planète, et dans leur esprit contre l'humanité. D'abord, bien sûr qu'il y a des liens entre la planète et l'humanité, mais c'est justement pas pareil, c'est pas la même chose. Et puis voilà, il y a quand un reporter de guerre, par exemple, prend le risque d'aller en Syrie pour rapporter les souffrances de nos frères en humanité, ben, oui, il mange un peu de CO2, mais je crois vraiment que ça en vaut la peine. Donc, ce monde d'après-là, pour ce que j'en entends, pour le moment, j'en ai pas envie. Voilà. Et puis, le monde d'avant... Moi, je passe ma vie à me battre depuis 50 ans contre des aspects insupportables du monde d'avant. Et le monde d'avant, moi, je suis un activiste du tikkun olam. J'ai passé ma vie à vouloir le réparer. Donc, réparer le monde d'avant, oui, mais considérer le monde comme une espèce de laboratoire plongé par la pandémie et par la réaction à la pandémie dans une sorte de champ opératoire miraculeux où on va faire une expérience, ça je ne veux pas. Parce que je crois que ce n'est pas comme ça que l'humanité avance. Et je crois que c'est comme ça, au contraire, que l'humanité parfois succombe. Je voudrais vous inviter à poser une réflexion sur ce qui s'est passé en parallèle au sein de la communauté juive pendant toute cette période. Nous nous sommes retrouvés en dehors des synagogues. Les synagogues ont été obligées de fermer, chose qui ne s'était jamais produite jusqu'à présent. La vie juive a été complètement modifiée, chamboulée. Le lien communautaire a été renouvelé de manière très originale d'ailleurs. Nous sommes maintenant au début de la réouverture des synagogues, mais on sait que les prières, les offices ne seront plus comme avant. Qu'est-ce que la synagogue pouvait amener à l'individu? Qu'est-ce qui manque tant qu'est-ce qui a manqué pendant cette période où on n'avait plus accès aux synagogues? Mais ce qui a manqué, et qui j'espère ne manquera pas longtemps, parce que je ne vois pas pourquoi la vie des synagogues serait durablement différente. Ce qui a manqué, c'est cette expérience communautaire qu'est la pratique et la pensée juive. Ce qui a manqué, c'est ça. C'est que le judaïsme, ça ne se vit pas sur FaceTime, sur Zoom. On n'est pas juif par Zoom interposé, en tout cas pas durablement. Alors en même temps, évidemment qu'il fallait faire attention, et vous savez, comme moi, que la communauté juive, d'après les statistiques que l'on a été très durement frappée par cette pandémie, proportionnellement à sa part dans la population globale. Donc bien sûr qu'il y avait un arbitrage à faire. Et qu'il faut sauver la vie et qu'il faut la sauver à tout prix, mais en sachant que c'est un état d'exception. Et là, moi, ce qui me gêne, c'est pas qu'on ait fermé les synagogues pendant 2 mois. C'est l'idée que les synagogues ne reprendront jamais comme avant. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne vois pas de raison pour cela. Je crois qu'elles doivent recommencer comme avant. Une synagogue, c'est quelque chose qui n'en finit pas depuis des milliers d'années de recommencer comme avant. C'est le principe d'une synagogue, c'est qu'elle recommence comme avant. C'est que c'est la même chose avec bien sûr l'enrichissement de la pensée, des commentaires, de tout ça, mais il y a quelque chose qui recommence éternellement comme avant, c'est le miracle même du judaïsme. Donc, je vois pas... Je trouverais quand même très étrange, pour ne pas dire davantage, que ce virus fonctionne comme une espèce de coupure spirituelle séparant un avant et un après dans cette histoire millénaire qui est l'histoire du peuple juif. Le judaïsme, c'est quand même quelque chose. C'est pas la Covid, comprenez? Donc,
Je ne crois pas, non. Je crois que, j'espère, alors là, que ça recommencera comme avant. Et que ce monde d'avant, ce monde ritualisé, ce monde d'études, ce monde de pensée, ce monde d'interlocution, ce monde d'échange de paroles, de transmission, ce monde-là, j'espère de tout mon cœur que dans le temps qui me reste à vivre et dans le temps qui suivra, il sera comme avant, avec sa part de nouveauté permanente, parce que c'est un avant qui vit de l'invention perpétuelle et d'une intelligence grandissante. Hein, c'est un avant avec intelligence incorporée qui n'en finit pas d'étinceler et de briller de tous les éclats de l'esprit. Tout ça, j'espère que ça continuera comme avant. Bernard-Henri Lévy, merci beaucoup. Merci de nous avoir aidés à sortir de l'émotion de l'événement pour en mettre effectivement des idées claires, une réflexion posée. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et j'espère vous voir très bientôt.